Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hem, alors aujourd'hui une vidéo sans script, du tout, donc je vais être peut-être parfois un peu bafouillé, vous me direz: «Ça changera pas que lorsque j'ai déjà aussi un script, c'est pas grave». Alors, quel est l'objet de cette vidéo? Il ne s'agit toujours pas, je suis désolé, d'une vidéo où je vais vous présenter des listes d'armées et tout ça. Non, il va s'agir effectivement d'une vidéo complètement dans le suivi de la vidéo précédente où on avait survolé, pas vraiment décortiqué hein, du tout, les War Scrolls des héros, mais plutôt c'était une vidéo où je m'étais permis de donner un avis très subjectif, mais quand même en essayant de faire attention, quoi, malgré ma subjectivité personnelle, d'avoir quand même essayé d'avoir un avis, une analyse juste. Euh, eh bien, je me suis rendu compte très rapidement, déjà quand je la faisais, que je réfléchissais, et par la suite que il fallait poursuivre par une vidéo similaire, ne serait-ce que parce que il y a un an, lorsque le Battle Tome des Stormcast Eternal est sorti, eh bien, j'avais commencé à faire une revue War Scroll par War Scroll, donc fiche d'unité par fiche d'unité, euh, eh bien, des Stormcast Eternal, et puis je m'étais arrêté au niveau de Vendu Summer End, c'est-à-dire en fait, j'avais fait à peine la moitié ou un quart des personnages nommés de l'armée, et donc tout le reste des unités n'avait pas du tout été vu. Euh, donc là, il va absolument pas s'agir de faire une revue complète War Scroll par War Scroll des unités. On a fait les héros précédemment, on va rester dans un format similaire, je vous propose. Donc on va pas étudier fondamentalement chacune des aptitudes de chacun des War Scrolls pour chacune des unités en disant ça c'est viable, ça c'est pas viable, ça c'est viable dans cette version actuelle du jeu, maintenant c'est plus viable dans telle version actuelle du jeu, etc. Ça, je vais éventuellement le dire au cas par cas lorsque c'est spécifiquement important pour savoir si ça définit l'unité aujourd'hui dans le mode de jeu actuel de cette V3 saison 3. Voilà, si vraiment l'aptitude en question euh, fait que cette unité est particulièrement jouable, ou au contraire particulièrement peu intéressante, on va pas dire pas jouable, mais peu intéressante, là à ce moment-là, oui, je vais m'attarder dessus. Sinon, comme il y a quand même un certain nombre d'unités à voir, bon, c'est pas incroyable, hein, donc on est là de 6 à 54, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 des petits trucs, donc en fait on a à peu près 49 unités en gros à voir. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans l'ensemble, les Stormcast Eternal sont quand même une armée dont l'écrasante majorité des unités sont très jouables, enfin sont jouables, voire très jouables, ou carrément vraiment très méta. Il y a quand même une très grande quantité, parce qu'on a beaucoup d'unités, qui sont là pour faire joli, on peut le dire, ou qui ne trouvent pas leur place dans ce mode de jeu actuel. Il y a quand même un gros effort à noter dans ce Battle Tome par rapport au Battle Tome précédent pour rendre les unités plus jouables. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des unités qui sont sorties dans le Battle Tome 1 et 2, surtout au niveau du 2, où on disait mais à quoi ça sert? Pourquoi vous les avez mises, ces unités? Pourquoi ça, quel était l'intérêt? Quelle était l'idée derrière la conception de cette unité? Et il y a eu un effort, quand même, notamment au niveau de ces unités-là, pour les rendre plus viables, un peu plus intéressantes. Bon, il y a des unités qui sont quand même passées sous le radar, parce que forcément, ça fait quand même une sacrée quantité de travail. Alors j'ai normalement nettement augmenté la musique par rapport à la vidéo précédente où ça faisait juste un espèce de bruit de fond un peu désagréable, donc normalement vous avez un peu de musique à côté. Puis c'est moi aussi dans mon oreille. Ce qui est un peu plus agréable, comme là je vais sans doute partir pour une logorée, un discours qui va sans doute durer une bonne heure, certainement plus, certainement plus. Donc voilà, de quoi vous distraire pendant que vous faites de la peinture, si vous en avez marre
Bon, on s'en fout, j'allais dire une connerie. Passons à la suite. Passons dans le sérieux du truc. Je vais commencer par les unités un peu dans l'ordre où elles arrivent à peu près du Battle Tome. Et aussi, c'est un petit peu l'ordre dans lequel on les... À part qu'on a des stratégies très très précises, c'est un petit peu l'ordre dans lequel on commence un peu à considérer nos armées, nos unités, surtout quand on découvre les Stormcast. Alors, je suis en train de bouger un truc que je devrais pas bouger. Non, si c'est bon. Ok, pardon, on va y aller. Commençons donc par les unités Redeemer. Les unités Redeemer, bien sûr, arrivent en tête le Liberator, mais ce n'est aujourd'hui pas la seule unité Redeemer. En V1, c'était la seule unité Redeemer, puis ils sont arrivés en V2 les Sekitor, ici, qui sont donc le penchant sacro-saint des Liberators. Les Liberators sont la première unité, l'unité emblématique des Stormcast Eternal, qui est donc qui est la troupe de base des chambres d'assaut. Donc là, voilà, je me suis permis un petit peu de spécifier des choses parce que qui sont très importantes dans le lore et qui en fait ne sont d'un point de vue règle absolument pas exploitées. En fait, en l'occurrence, les concepts des chambres aujourd'hui n'existent quasiment plus au niveau des règles. Puisque en fait, c'est des notions qui sont pas du tout intégrées au niveau des mots-clés des unités, et parce qu'ils ont créé d'autres mots-clés qui sont donc Redeemer, Justicar, Angelos, Paladin, Draconite, etc. Alors, c'est vrai que ça peut être pratique, puisque finalement, les Redeemers sont en très grande majorité membres de la Chambre d'Assaut, tout comme les Justicars, tout comme les Angelos, tout comme les Paladins. Qui sont... donc voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de les mettre dans des petites boîtes un peu plus précises, effectivement, en créant les mots-clés Redeemer, Justicar, Angelos, etc., Paladin, Draconite, etc. Mais dans la V1, V2, c'était moins le cas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, dans la V2, quand on a créé, quand sont arrivés les sacro-saintes, et ben eux, le mot-clé sacro-sainte était vraiment très très spécifiquement utilisé, tout comme le mot-clé Vanguard, qui aujourd'hui n'est plus exploité. Tout comme le mot-clé sacro-sainte. Mais on aura l'occasion de voir ça au cas par cas dans les unités à venir. Mais donc, nous avons donc nos Liberators. C'est quand même... Alors, juste, dernier petit truc au niveau du lore. Notamment si j'attaque par les Liberators, c'est qu'en fait, les Liberators sont, ou ont été, parce que pour la V3, je ne me rends pas compte, je suis pas trop sûr, mais entre la V1 et la V2, les Liberators ont vraiment été l'unité de référence sur AOS, et c'est sans doute parce que les Liberators étaient l'unité de référence, c'est-à-dire un modèle avec un score de wound de 2, une sauvegarde à 4+, en armure lourde, parce que il faut savoir quand même que d'un point de vue lore, toutes les unités Stormcast sont de toute façon de base des soldats en armure lourde. Il n'y a pas de soldats en armure légère chez les Stormcast. Même les Vanguard Hunters sont considérés comme étant des unités en armure lourde. Je veux dire, ce sont pas... Il n'y a pas du tout d'équivalence par rapport aux Space Marines où on a les scouts, qui pourraient être considérés comme étant avec des armures plus légères que les troupes, les unités normales, conventionnelles de Space Marines. Là, c'est pas le cas. Même si les Vanguards, ils ont un meilleur mouvement et puis un équipement qui paraît un peu plus adapté à la survie et tout ça, et à l'infiltration, ça reste des soldats en armure lourde. Tout comme, voilà, donc les Liberators, on est un petit peu, avec ce personnage avec une sauvegarde de 4+, un mouvement de 5 et un score de blessure de 2, vraiment sur le fondamentaux du soldat de base en armure lourde sur un socle de 40 mm. Et c'est sans doute ce qui a influencé le fait, au niveau de la sortie de City of Sigmar, le premier Battle Tome, du coup, de positionner l'humain lambda avec un score de wound de 1. Et c'est... Bon, je me suis déjà exprimé dans pas mal de vidéos sur le sujet auparavant. Je pense que c'était là qu'il y a eu une grosse erreur de réflexion au niveau de comment ils allaient positionner la totalité, en fait, de la création des unités dans la suite pour Age of Sigmar. En fait, je pense très sérieusement qu'il fallait à ce moment-là donner un petit coup de volant à 90 degrés dans la création des War Scrolls et faire positionner immédiatement les humains avec un score de wound de 2
quitte à, en V2, en fait, assez rapidement, dans le nouveau Battle Tome des Starcraft Eternal, positionner le Libérateur avec un score de wound de 3. Et une sauvegarde de base de 4+. Et ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve... Enfin, c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Mais c'est une des raisons qui fait que, comme l'humain de base et toutes les unités affiliées équivalentes, entre guillemets, en termes de positionnement physique, donc d'être des humains de base sur un socle positionnés entre le 40 mm et le 32 mm, comme ils vont avoir un score de wound de 1, et qu'ils vont donc être assez fragiles, on a une augmentation à côté du score d'armure pour rendre ces unités leur permettre d'avoir un peu plus de survie sur le champ de bataille. Et comme on l'a déjà vu, comme on en a déjà parlé plein de fois, le score d'armure, c'est en fait une caractéristique qui est extrêmement punitive d'un point de vue équilibrage. Aujourd'hui, en fait, un point d'armure, passer de 4+, à 3+, ou de 4+, à 5+, etc., ça, c'est l'équivalent de entre 2 et 3 points de wound sur une unité. Et c'est quand même très important, en fait, comme différence de survivabilité. Donc, sur un modèle, donc c'est quand même très très important comme différence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour compenser ça avec une très très grande quantité d'unités qui vont produire de la blessure mortelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que équilibrer une unité en fonction de sa quantité d'attaque et d'avoir le pour toucher, pour blesser, en fait, c'est-à-dire qu'on a une unité qui a déjà 2 cycles de barrière liés au jet de dés aléatoire, pour pouvoir l'équilibrer et condenser ou limiter la quantité d'attaque qui va être produite par cette unité. Donc en fait, équilibrer une unité par rapport à elle-même, c'est, je vais pas dire facile, mais c'est en fait une première étape qui permet de s'équilibrer, en fait, on peut... Game Workshop pourrait tout à fait avoir des algorithmes. Alors soit ils ont, je leur souhaite depuis le temps, une application dédiée qu'ils ont fait faire spécifiquement pour ça, ou en vrai, ça peut tout à fait se faire sur un tableur Excel avec quelques formules de calcul un peu réfléchies, en fait, avoir un système qui leur permette de se dire, quand je mets tel chiffre à tel endroit dans mon unité, en fonction de sa taille de socle, en fonction de la portée des armes, etc., de base, ça équivaut à tant de points. Après, ils peuvent artificiellement modifier cette valeur en points en fonction des aptitudes, et également en fonction du positionnement de l'unité dans la méta en général. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fait ça, à partir du moment où on calcule ça uniquement sur une unité, c'est facile de l'équilibrer avec des feuilles de calcul, en gros. Le souci, c'est notre fameuse sauvegarde. Cette sauvegarde, en fait, c'est quelque chose qui est le rapport de l'unité par rapport à une autre. Et en fait, c'est là où c'est extrêmement punitif. C'est-à-dire qu'en fait, alors vous allez me dire, oui, mais là, on peut tout à fait l'évaluer sur nous-mêmes, la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une valeur qui est sur nous, sur notre unité, donc elle est équilibrée là-dessus. Oui, je suis d'accord, vous avez absolument raison en disant ça. Et que du coup, c'est dans le même système que les statistiques pour toucher et pour blesser. C'est vrai. En fait, la différence, c'est que... la différence, c'est que ce rapport-là de la sauvegarde, il est... En fait, la complexité... Je vais avoir du mal à formuler exactement mes mots. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très punitif. C'est-à-dire que sur Unité, en fait, c'est une troisième barrière qui... comment dire ? Cette troisième barrière, en fait, cette troisième restriction, ce troisième jet de dés, vient en fait limiter la quantité de dégâts reçus comment dire, en fait de manière un peu injuste. Je sais pas comment expliquer ça, c'est pas injuste, mais
en fait, la sauvegarde, elle a un impact qui est monstrueux sur la réduction de dégâts que va recevoir ou non une unité. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une unité qui n'a qu'une sauvegarde de 6+, ou pas de sauvegarde du tout, elle est terriblement fragile. Mais vraiment terriblement fragile. Comparativement à une unité qui a une sauvegarde de 5+, 4+, 3+, ou encore moins. Et en fait, aujourd'hui, pour pouvoir passer la très grande quantité de sauvegarde très élevée qu'on a de plus en plus, et notamment de plus en plus facilement, parce qu'on a quand même pas mal de combos en plus du bouclier mystique, qui est donc un sort qui est accessible à tout le monde, pour avoir des sauvegardes qui sont quand même assez élevées en moyenne dans l'armée, dans les différentes armées, eh bien, en fait, c'est la saturation d'attaque. Donc la saturation d'attaque, c'est d'avoir de plus en plus d'attaques sur nos War Scrolls. C'est-à-dire en fait, un exemple tout simple, on a pas mal d'unités qui sont passées d'un score de 1 attaque à 2, voire 3 attaques. Ce qui n'était pas le cas avant. Entre la V1, la V2 et la V3. Donc, et en fait, aujourd'hui, à part dans des cas très précis d'unités, parce qu'elles ont des aptitudes qui compensent cela, en fait, avoir plus d'attaques est plus intéressant que d'avoir quelques grosses attaques, avec un gros score de dégâts. Modulo une information, qui est le score de pénétration d'armure, qui peut complètement en fait faire switcher cette donnée-là. Et on va le voir là, notamment chez les Stormcast Eternal, au cours de notre revue actuelle. Donc voilà, c'est une petite introduction. Donc, pour vous... Comme ça, voilà, j'ai abordé une fois le sujet de l'impact de l'armure. Je vais me retenir de le réaborder par la suite. Voilà. Mais, autre petite parenthèse qui va durer 2 secondes. J'ai regardé ce matin la vidéo de Aimé sur... donc la ruche d'Aimé, la chaîne YouTube de la ruche d'Aimé, que j'aime beaucoup, la façon dont elle s'exprime sur les tyrannides, et notamment parmi toutes les critiques et remarques et analyses qu'elle faisait sur la façon dont fonctionnent les tyrannides a priori dans cette nouvelle version, donc la version 10 de Warhammer 40 000, elle avait quand même un avis qui était a priori un avis un avis négatif sur la multiplicité donc des blessures mortelles dans Warhammer 40 000 dans cette V10. Comme je connais pas Warhammer 40 000 très très peu et encore moins la V10, je ne sais pas si c'est dû parce qu'il y a une multiplicité de scores d'armure dans cette V10, mais elle avait le même constat que moi, c'est que une multiplicité de blessures mortelles dans le jeu, c'est le témoignage qu'il y a quand même un problème d'équilibrage au niveau des règles. Et c'est mon avis aussi en ce qui concerne Age of Sigmar, le fait qu'il y ait autant de blessures mortelles, c'est un problème d'équilibrage au niveau des règles, parce que la blessure mortelle, en fait, c'est une règle qui vient, en fait, sabrer deux de nos barrières, en fait, dont je vous expliquais. On a le pour toucher, le pour blesser et la sauvegarde, et en fait, la blessure mortelle, elle vient en fait ignorer 2 des barrières pour pouvoir infliger des dégâts à l'unité. Et le fait d'avoir autant de fois cette règle qui arrive si fréquemment, en fait, ça arrive si fréquemment dans plein d'armées de se permettre d'ignorer ces 2 barrières, c'est qu'il y a un problème en fait dans l'équilibrage des règles en se disant pour qu'on puisse jouer de façon un peu sympa, il va falloir que quand même assez régulièrement on puisse se permettre de pas avoir trop ces barrières parce que sinon les unités on va jamais les tomber. Le problème, en fait, c'est que s'il n'y avait pas autant de sauvegarde, on pourrait se permettre de tomber les unités plus facilement en se contentant des 2 premières barrières. Il faut quand même se rendre compte aussi que entre la V1, la V2 et la V3, on avait très souvent des scores qui étaient entre du 3+, 4+, comme on voit actuellement sur le Liberator qui n'a pas changé à ce niveau-là, ou des stats qui étaient entre du 4+, 4+, et des stats qui sont en fait à très 50-50, où on va finalement, en fait, effectivement, passer d'une unité qui va faire 10 attaques potentiellement, passer donc avec du 4+, 4+, passer donc sur en moyenne 5 attaques qui touchent, entre 2 et 3 attaques qui vont blesser. Et ce truc-là, en fait, aujourd'hui, a complètement été
enfin, est réduit, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus souvent sur du 3+, et sur des compos même où on peut se permettre même d'avoir du 2+ pour toucher assez fréquemment, grâce aux différents bonus qui peuvent s'ajouter, ou les différentes combinaisons de synergie qui peuvent se faire finalement assez facilement dans beaucoup d'armées pour cela. Donc, je reviens en fait véritablement à mes questionnements de la vidéo précédente, mais surtout de la première vidéo qui était sur voulez-vous du sel sur plus de sel. Eh bien, il y a un problème en fait de réflexion et d'équilibrage à ce niveau-là. Est-ce que forcément, si on met plus d'armure, si on touche plus, etc. Enfin voilà, en fait, c'est pas un serpent qui se mord la queue, mais c'est plutôt une espèce d'autoroute, ou enfin une espèce de... C'est un chemin qui, forcément, si vous continuez toujours dans ce chemin-là, sans rétro-pédaler un petit peu sur ce type de règles, bah, en fait, on va continuer à avoir un jeu qui va se déséquilibrer dans ce sens-là. Et qui va nécessairement, en fait, mettre des unités... en fait, il y a des unités qui vont systématiquement, être méta, et d'autres unités qui, en fait, ne seront jamais méta, à moins que vous modifiez fondamentalement le War... Enfin, vous, chez Games, que le War Scroll soit fondamentalement modifié d'une version de Battle Tome à une version de Battle Tome. Et c'est un petit peu notamment ce qu'on va voir là avec les Stormcast, c'est qu'en fait les unités qui sont aujourd'hui pas très méta ou peu jouables, ou peu intéressantes, en fait elles l'étaient pas non plus en V2. Et pour certaines qui existaient déjà en V1, ben elles l'étaient pas non plus en V1. Donc voilà. Voyons, lançons-nous vraiment un petit peu dans le contenu de ce vlog, de cette vidéo consacrée aux unités des Stormcast Eternal. Donc nous étions donc sur les Redeemers, les Libérators, qui sont donc notre unité étalon de base. Ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure dans mon intro, dans le lore, quand vous lisez le lore, il faut quand même se rendre compte qu'en fait les Libérators, ils sont supposés représenter, alors, entre 70 et 80% des forces armées des Stormcast Eternal. En fait, dans leur lore, les Libérators sont vraiment donc la chambre d'assaut, c'est vraiment l'écrasante majorité et des Libérators des troupes de Stormcast. Parce que, en fait, à peu de choses près, toutes les autres déclinaisons d'unités dans le lore sont en fait des unités qui sont des unités militaires, mais qui ont également un autre rôle. Pas un rôle administratif, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, les Libérators sont des troupes d'assaut, qui sont là pour avoir un impact hyper tanky. Enfin, ils sont là pour être tanky. C'est des tanks. C'est des tanks qui vont inexorablement avancer. Et en l'occurrence, ils ont été... leur premier objectif, c'est de péter la gueule aux démons. Mais parce que c'était ça l'idée, c'était de casser la gueule des démons et des partisans du chaos mortel. Et en fait de dire, bah voilà, à partir du moment où on a pris du terrain, on ne recule plus. Ce terrain qui a été pris, donc les Libérateurs, apparemment, ils ont pris du terrain, ils ne reculent plus. Et ensuite, sont ajoutés au cas par cas, suivant les différents lieux d'assaut qui vont être pris, les différentes cibles à conquérir, eh bien, on envoie des paladins en plus, et des archers et tout ça, enfin, et des justicars, en fonction des zones de combat. Et parce que, malheureusement, cette technique n'a pas été immédiatement couronnée de succès à cause de la violence disproportionnée de la gore, je sais plus quoi, le truc le Gorkuscul, qui est donc le chef comment t'appelles, du chaos de Khorne. Et voilà, donc voilà, la Gortide de... Donc c'est pas ce... Ah, il est pas là. Donc Gorkuscul, il existe plus son truc, il doit être à 70 balles. Et elle est plus... Voilà.
Voilà. Donc la Goreblade, donc voilà, donc avec ce chef, et ce chef qui en l'occurrence pétait la gueule plusieurs fois devant du Summer End avant qu'il arrive à le tuer. Il me semble qu'aujourd'hui il est officiellement mort, ce personnage, sa version nommée. Pardon. Et notamment parce que, en fait, du coup, ils se sont rendus compte que malheureusement cette stratégie d'avoir une majorité de Libérators qui reste en fait dans l'or le cas, eh bien, ils ont ouvert la chambre extremis et ils ont envoyé les chevaucheurs de Dracoth. Ce qui leur a permis de prendre l'avantage sur les Blades of Corn. Mais les Libérators, en fait, restent l'écrasante majorité des troupes, normalement, des Stormcast Eternal. Et en l'occurrence, ce n'est que récemment qu'on se retrouve avec d'autres unités Redeemer qui sont même pas en fait aussi nombreuses que les dans le lore, hein, que les Libérators, parce qu'en fait, c'est compliqué. Ils peuvent pas produire autant d'armures, de nouvelles armures faites par Grunny ou supervisées par le dieu nain Grunny, que ce qu'ils faisaient auparavant, ce qu'ils peuvent faire à la chaîne, comme équipement pour les Stormcast normaux. Donc même maintenant qu'on a deux nouvelles unités Redeemer particulièrement à nuancer efficaces, ou dans le lore supposément, eh bien malgré tout les Libérators sont supposés rester la vaste majorité des troupes de Stormcast Eternal. Donc, nos Libérators, on va repartir un petit peu là-dessus. Nous avons aujourd'hui deux combinaisons possibles de Libérators, soit avec bouclier, soit avec deux armes. Donc aujourd'hui, avoir deux armes, c'est avoir une attaque supplémentaire, ce n'était pas le cas avant. Avoir deux armes, c'était la possibilité de relancer notre chance de toucher si on faisait un 1. Donc, ces 110 points, nos 5 Libérators, ils ont toujours été dans ces eaux-là, entre 100 points et 115 points. Il est possible qu'à une époque, ils aient monté à 120 points, en fonction de l'équilibrage général du jeu. Aujourd'hui, ils sont à 110 points. Je pense qu'ils valent leurs 110 points. Si vous les équipez normalement, donc avec bouclier, ce que a priori vous ferez, parce que ça vous fait un +1 sur votre jet de dés, sur le sauvegarde de Cal+, qui est quand même très important, et effectivement vous allez davantage utiliser vos Libérators pour tenir des objectifs que pour taper l'adversaire, donc vous vous contenterez des 11 attaques et du dégât potentiel de 14. Sachant qu'effectivement, ils sont en 3+, 4+, et qu'ils ont un -1 en pénétration, une pénétration d'armure de 1. Alors, sachant que la vaste majorité, à part dans des cas très très précis, des Stormcast ont de toute façon une pénétration d'armure de 1. Alors attention, je ne me plains pas qu'une armée entière ait une pénétration d'armure de 1, parce que je pourrais dire, oui, bah, si toute l'armée a une pénétration d'armure de 1, vous réduisez les armures de 4+, à 5+, et puis il n'y a plus besoin d'avoir une pénétration d'armure de 1. Oui, mais non, parce que ce serait ignorer le fait qu'on a une vaste quantité d'armées différentes dans le jeu, et que il est évident que les Stormcast sont une armée d'élite dans le lore, et aussi sur table un petit peu, mais dans le lore, et que leur équipement fait qu'ils ont de base une bonne pénétration d'armure. Et ça permet notamment le fait que cette armée soit là-dessus, d'avoir des nuances ailleurs dans d'autres armées à ce niveau-là, bien entendu. Donc je ne me plains pas du fait que l'armée complète ait un -1 en et de la pénétration d'armure de 1. Donc voilà, l'option double lame est pas injouable. Si vous, moi j'ai 3 unités de Libérator, 3 unités de 5 Libérators, et ben j'en ai une qui a en option deux armes. Je la joue pas parce qu'en fait en ce moment je joue pas du tout de Libérator, donc je joue même pas les autres, mais j'ai jamais eu de scrupules, je me suis jamais dit c'est stupide de les jouer comme ça, c'est pas grave, non, c'est pas grave, vous pouvez les jouer comme ça, c'est pas un problème. Sachant que, à noter chez les Libérators, c'est pas le cas pour toutes les unités qu'on verra plus tard, mais si vous mettez l'arme à 2 mains sur le champion, eh bien il va bénéficier du +1 attaque sur son arme à 2 mains. Ce qui est ce que vous ferez, hein, parce que ça va... attends, je vérifie. Add one to attack of events or grand weapon. Donc effectivement, voilà, pas d'erreur à ce niveau-là. Vous pouvez absolument mettre l'arme à 2 mains sur votre champion et bénéficier en fait, ça va faire un dégât supplémentaire sur le total. Donc voilà.
Donc le Liberator, aujourd'hui à 110 points, c'est une bonne unité qui va tenir vos objectifs. Elle a quelques petites règles pour pouvoir tenir les objectifs de manière un peu... En fait, elle va pas tenir mieux les objectifs, elle va faire un petit peu de blessure mortelle à l'adversaire sur un 4+. C'est anecdotique, mais c'est en gros pour dire, voilà, on est sur un objectif, et ben du coup, on tient vraiment fermement notre objectif. On va vous en mettre plein la tête si vous venez sur notre objectif. Je vais vous dire, hein, je préférerais n'importe quelle autre règle qui mette en valeur le fait qu'ils tiennent un objectif que celle-là. On s'en fout qu'ils foutent des blessures mortelles en vrai. Enfin, moi, personnellement, je pense que je préférerais n'importe quoi d'autre. Ensuite viennent les Sekitor. Alors, les Sekitor, quand ils sont arrivés, j'étais vraiment pas content. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis toujours... Enfin, c'est pas que je suis pas content, aujourd'hui, je vous dirais que je m'en fous. Parce que, enfin, voilà, c'est pas grave, hein, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais, donc les Sekitor, ce sont, en fait, l'équivalent des Liberators, mais de la chambre sacro-sainte. Alors, en fait, dans le lore, c'est qu'en fait, ce sont en gros des Liberators, mais en fait, au lieu d'être dans la chambre d'assaut, ils sont dans la chambre sacro-sainte, et ils ont jamais vu le champ de bataille avant une date précise, parce qu'ils étaient des soldats qui étaient des soldats de garnison, dans les édifices spécifiques des sacro-saintes, et en fait, il y en avait dans quelques grandes villes, comme Hammerhall, mais ils étaient en très grande majorité en Azyr, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient les soldats qui assuraient la protection des sorciers, enfin de ce qui sont dans le lore, dans notre histoire, dans le jeu des sorciers, mais qui en fait dans le lore sont les Lords Arcanum et les Knights et les différents Knights sorciers, Knight Incantor, qui sont, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, en fait des espèces de notables scientifiques, en fait, qui sont des administrateurs scientifiques. Ce sont des gens qui font des recherches, pour améliorer les armements et l'équipement, mais aussi ils sont aussi des notables d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas officiellement dans la chambre sacro-sainte, mais comme ils ont été en grande majorité introduits à ce moment-là dans le lore, et ça comprend nos héros de type Lord Veritan, sans doute que le Lord Imperator aussi rentre là-dedans, et donc on a le Lord Arcanum dont on parlait, et où est-ce qu'il est? Il est un peu plus haut, donc c'est un Lord, il me semble. C'est un Lord, je veux pas perdre de temps là-dessus, on s'en fout, c'est juste... nous avons le Lord Exorciste, voilà. Donc en fait, qui sont des personnages qui ont en fait un très très gros rôle administratif et juridique dans l'histoire, dans le lore de Azyr. En fait, ils sont avant d'être des combattants, ce sont surtout des gens qui font tourner la baraque, si on veut. Et en fait, voilà. Donc les Sekitor, ce sont les soldats qui les accompagnent et qui assurent leur sécurité au quotidien. Jusqu'à ce qu'en fait, on les fasse descendre sur le champ de bataille. Le problème, c'est qu'en fait, ce sont des unités qui, d'un point de vue activité concrète en termes de gameplay, ont le même rôle que les Liberators, en fait. Et alors, ils tapent un peu plus fort que les Liberators, effectivement, mais même pas, un peu plus fort, en fait, on est quand même sur du 3+, et les autres sont sur du 3+, 4+, donc en fait, ils tapent en vrai vraiment plus fort, sachant que eux, ils peuvent avoir jusqu'à 3 armes lourdes, parce qu'en fait, là, ils disent, vous pouvez avoir 2 modèles sur 5 peuvent avoir une arme lourde. Et là, arrive la dernière, la règle du champion qui fait que, mais lui aussi, il peut avoir une arme lourde, en plus... alors, je vérifie que je dis pas de bêtises. One model is this Michael Scatter Prime, and one to attack of that model sacrosanct weapon or something. Il faisait 80 sacrosanct weapon or something. Ça c'est... Attends. Je suis sûr et certain. Ce Sekitor Prime can replace son arme en addition des deux autres modèles. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc en fait, on peut, si on décide de mettre l'arme à deux mains sur le champion, qui va lui faire une attaque plus lourde, enfin plus une attaque sur son arme à deux mains avec donc un dommage de 2 au lieu d'un dommage de 1, et ben en fait on peut le faire, ce qui fait qu'on aura 3 grandes masses. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, il me semble que c'est nouveau de la V3. En V1, on n'avait pas ça. En V2, quand ils sont arrivés, c'était 2 grandes masses. On en mettait effectivement une sur le champion. Et donc ils ont gagné une arme lourde. Et ils ont, voilà...
vous pouvez choisir en fait entre améliorer à chaque tour leurs aptitudes pour toucher, donc ils vont toucher sur du 2+, faut même pour se rendre compte, on est sur des trucs de base, hein. Ils vont faire du 2+, 3+, ou améliorer leur bouclier, ce qui leur fait une ward à 5+, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'unités, notamment chez les mortels de Tsench, hein, qui sont... on va pas en parler, mais eux c'est sur du 6+, leur ward, et passer de la combinaison de 2 armes ou bouclier, ça fait une grosse différence d'impact au corps à corps chez ces pauvres unités de mortels de Tsench, pour gagner une ward à 6+. Là, on est quand même sur quelque chose de très très intéressant sur les Sekitor, sachant qu'ils sont passés de 145 à 120 points, ils ont quand même perdu 25 points, ou 140 points, je sais plus. Ils sont très intéressants. Aujourd'hui, dans cette V3, dans cette saison 3 de la V3, ils vont revenir, je pense, sur la table. Ils sont très intéressants, vous pouvez les jouer. Même si, comme on le voit, ils ont quand même une sacrée explosivité sur leurs dégâts, mais en fait, ce qui paraît être de la grosse explosivité, de passer de 11 touches à 18 touches, c'est dû au fait qu'ils ont pas mal d'armements lourds, et également cette petite règle qui leur permet de faire plus de touches s'ils font un 6 pour toucher. Mais ça c'est quelque chose que j'aime bien. Je veux bien, en fait, le côté de je fais un 6, je fais plus de touches, oui, c'est plus équilibré. C'est que le côté de on va sabrer les règles et on va foutre de la blessure mortelle. Donc cette unité qui n'était pas jouable, enfin très très peu au début de V3 pendant un an, cette première année, je pense qu'aujourd'hui elle peut être jouée. Ensuite viennent nos Vindictors. Alors nos Vindictors, ils sont passés de 130 à 120 points. Je pense que c'était pas mérité, je pense qu'ils n'avaient pas du tout besoin de perdre 10 points. Ça me gêne un petit peu qu'ils soient à 10 points des Libérators. Je pense qu'il y a un gap de puissance qui est très important entre ces deux unités, qui n'est pas du tout comblé par cette différence de 10 points. Je pense qu'il fallait conserver cette différence de 20 points. Avant, ils avaient une différence de 15 points, parce que les Libérators étaient à 115 points. Bon. Aujourd'hui, ça a été du coup cette unité qui est très 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 jouable. Elle a quand même une sauvegarde de 3+. Elle va avoir une bravoure de 8 parce qu'elle a une bannière. Et elle est très stable, hein. Elle a pas de fioriture. Elle a pas de fioriture, c'est 2 attaques, un de match par attaque, donc ça, voilà, on a un potentiel de 11 attaques, 11 dégâts, donc elle, pas d'explosivité, mais ça veut dire que c'est très stable, sachant qu'elle c'est du 3+, moins 1, on est là, ici, et des BM, BM sur du 6 pour toucher, ça c'est le truc qui est arrivé en V3, beaucoup d'unités qui vont faire des BM sur du 6, là on a une troupe de base qui fait des BM sur du 6, donc d'où le combo avec Vendus Hammeren qui va leur rajouter plus une attaque, mais même si vous ne les jouez pas avec Vendus Hammeren, ça reste une très très bonne unité, ne serait-ce parce qu'ils ont en fait une sauvegarde de base de 3+, donc voilà. Bon, mais ils ont effectivement aussi la fameuse règle de Thunderstrike qui fait que quand ils pètent, vous jouez. Alors je sais plus si vous jetez un dé en plus ou ils pètent sur du 6+, ou du 5+, je sais plus c'est quoi la règle. Mais bon, bref, ils pètent un peu plus fort que les autres. Ensuite, ils viennent. Et alors profitez-en parce que eux ils sont encore à 45 €. Toutes les autres boîtes, elles sont passées de 49 à 55 balles. Pour tous, et ben eux ils sont encore à 45 €, alors profitez-en, achetez vos Vindictors avant qu'ils deviennent super chers. Parce que là 55 balles, ça fait un peu tousser. Donc ensuite vient nos Vanquishers. Alors les Vanquishers, c'est une unité qui est quand même esthétiquement ultra classe. Ils ont de la gueule, hein, les Vanquishers, il n'y a pas de problème. Des soldats, les armures, elles sont stylées. Les épées, elles sont stylées. Les grosses épées à deux mains, c'est un peu cool parce qu'en plus, les Stormcast, qui étaient un petit peu, pour le bruit, le symbole de ces armées, de ces mecs qui jurent que par le marteau, et ben en fait, bon non, c'est quand même sympa de rééquilibrer tout ça et de nous foutre et de nous mettre des épées à deux mains. Ça a de la gueule. Bon voilà, donc ils sont classe. Les poses sont classe, les différentes options de poses sont sympas. Alors, de toute façon, toute cette nouvelle gamme d'unités de la V3 avec ces nouvelles armures sont en tant que figurines vraiment stylées. Vraiment stylées. Et
Leur problème, c'est les règles. Leur problème, c'est leurs règles. En fait, elles sont c'est une unité qui est très, très peu intéressante. Au-delà de... Parce que, en fait, ils ont... Leur truc un peu stylé, c'est de se dire, ah, attention, si on meurt, parce que si on a un musicien, si on s'est pas fait flinguer le musicien, on revient sur du 5+, au lieu de sur du 6+. Faut quand même se rappeler que pour pouvoir activer le retour de ces unités, il faut qu'ils soient pas engagés au corps à corps, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même en avoir un certain, faut en avoir un certain nombre et qu'ils soient plus engagés au corps à corps. Bon, ils n'ont pas d'option à part la retraite pour pouvoir sortir d'un corps à corps, les Vanquisher. Donc, en vrai, est-ce que c'est une bonne unité à ressusciter? Je crois pas. Je crois pas. Et puis, ils ont leur petit truc un peu spécial, leur autre petite règle un peu spéciale, c'est de dire que d'ajouter +2 aux attaques au corps à corps si l'unité est en face, plus une attaque ou +2, en fonction de la quantité de troupes qu'ils ont en face d'eux. Donc en fait, l'idée c'est de dire, bah oui, mais c'est avec leur grande épée, ils sont là pour taper la horde. Et ils ont une pénétration d'armure de 1, c'est un peu la base, enfin c'est ce qu'il faut, et c'est très bien. Le problème, c'est que dans cette V3 saison 3, a priori, on n'est pas sur là actuellement un gameplay qui va mettre en valeur les grosses armées avec beaucoup de hordes, a priori, hein, a priori. C'est pas moi qui l'ai dit, et donc mes sources sont ce qui ont été racontés dans les analyses de la vidéo des vidéos différentes du Squig Herd. Moi, je me rends pas vraiment compte. Il reste quand même des armées qui ont des options de gameplay avec de la horde, mais c'est vrai qu'en fait, si vous regardez un petit peu toutes les armées qu'on a aujourd'hui dans le jeu, et ben en fait toutes ces armées qui ont des options de gameplay avec de la horde ont aussi des options de gameplay avec du MSU, donc Multiple Small Unit, ou d'une manière de jouer très élite, qui sont aussi très très viables. Et l'autre problème aussi, l'autre défaut donc, de ces Vanquisher, c'est que même si c'est donc en tant qu'unité de anti-horde, c'est que les autres unités anti-horde que vous allez trouver chez les Stormcast sont bien meilleures. Donc, et à tout point de vue. Sans comparaison possible. Donc aujourd'hui, effectivement, jouer Vanquisher, ce n'est pas très intéressant, et même s'ils ont des caractéristiques d'attaque qui sont très stables, eh bien, ils sont très beaux, Voilà, ils ont ça pour eux, c'est qu'ils sont très beaux. Mais c'est tout. Alors, vient ensuite les Steelheart champions, je les cite là maintenant, vite fait, je le ferai pour les autres aussi. Les Steelheart champions, qui sont donc les libérateurs nommés, qui sont la première unité issue de Underworld. Les figurines sont sympas, moi je les aime beaucoup, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre. D'ailleurs, je les ai là à portée de la main, mais on va pas perdre de temps, je vous le montre, on s'en fout. Leur petit problème, c'est que, bon, ils sont Hammer of Sigmar, ils ont le mot-clé Redeemer, ils sont nommés forcément. Leur petit défaut, c'est que ils sont même pas ligne dans une armée de Hammer of Sigmar. Leur autre défaut, c'est d'avoir un score de wound de 2. Je pense que il n'y a pas grand chose à faire pour rendre ces unités un peu intéressantes. Je pense qu'à 90 points, je pense qu'il faut les laisser à 90 points. Je pense qu'il faut leur rajouter un score de wound par modèle, donc en fait leur faire passer de 6 à 9 wound. Et je pense que il faut leur donner une plot armor. En fait, en disant, ce sont des unités qui ont... Il y a un livre qui a été écrit pour les mettre en valeur. Ils ont des choses qui ont été rédigées, que vous trouvez dans les White Dwarfs et tout ça, à leur sujet, des histoires, des aventures. Ce sont des personnages nommés. Et tous les trois, ils ont un nom. Ils sont nommés. Oberyn, Angarad et Séverine. Je pense qu'en fait, pour toutes ces unités-là, dans toutes les armées, il leur faudrait une plot armor. C'est en fait, de base, en fait, on se pose pas la question. Ils ont une sauvegarde invulnérable à 6+. C'est con, ou même 5+, ou même 5+. En fait, c'est tout con. Et voilà, je pense qu'en fait, il faudrait juste leur donner ça. Un score de wound, +1 en wound, au moins. C'est-à-dire qu'en fait, si le score de base des libérateurs était à 3, je dirais qu'il faudrait les faire passer à 4. Et leur mettre une plot armor, une sauvegarde invulnérable, une armure scénaristique de base. Et ça, c'est quelque chose que je dirais pour l'absolue totalité des unités de ce type-là nommées pour toutes les armées.
Donc voilà, bon, bah, malheureusement aujourd'hui, bah, ils sont juste pas jouables parce qu'en fait, ils remplissent aucune des conditions qui les rendraient un peu viables sur le champ de bataille. Et surtout, c'est qu'en fait, à côté de ça, leurs attaques sont complètement anecdotiques. Bon, l'autre truc, ils ont pas des bonnes stats pour taper, puisqu'ils ont des stats de Liberator, et bah, ils sont plus achetables. Ils sont plus achetables, et ça, c'est ça. Alors, je pense que c'est temporaire, je pense qu'en fait, on aura des périodes où Games va dire « Ah, on vous refait des boîtes pour ces jeux-là », parce qu'en fait, c'est des figurines qui restent jouables dans les versions Underworld et tout ça, normalement. Si je dis pas de bêtises. Mais, bon, c'est le problème, c'est une question d'économie et de stock et d'investissement de la part de Games. Si d'un point de vue chiffré, ça se comprend, d'un point de vue hobbyiste, pardon, c'est beaucoup plus discutable. Aujourd'hui, c'est une unité qui n'est plus disponible. Ensuite, on a fait le tour de toutes nos unités Redeemer. Ensuite viennent nos unités Justicars. Donc les Justicars, pour la très grande majorité, ce sont des troupes qui appartiennent à la chambre d'assaut de base, même si c'est quelque chose qui est donc un concept qui n'est toujours pas exploité, mais ils sont notamment les Judicators, sont arrivés quasiment simultanément avec les Libérators sur les champs de bataille, même si les Judicators ont dans leur lore des options administratives que n'ont pas les Judicators. En fait, les Judicators, que n'ont pas les Libérators, parce que les Judicators, en fait, ont aussi le rôle d'enquêteurs. Ce sont en fait les flics de base des Stormcast. Ce sont des... Mais ils ont un côté un peu tel qu'on les voit, tel qu'on on les imagine un peu dans les jeux de rôle et dans les histoires très fantasmées sur le fonctionnement des exorcistes et des inquisiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont ce côté de... parce que ce sont des Stormcast éternels et qui représentent Azir, et ben ces Judicators en fait peuvent prendre des décisions assez abruptes dans leur lore, dans l'histoire, en disant bah écoute, nous sommes arrivés dans tel village, ils arrivent en général par binôme, ils sont en binôme, quand ils fonctionnent dans ce rôle-là, ils arrivent dans un village et ils constatent qu'il y a quelques possédés, ils peuvent décider de se retirer, faire venir une cohorte de Judicators, donc là ils arrivent à 50, et ils font pleuvoir la foudre sur le village, et puis ils rasent tout le monde. Voilà. Donc c'est aussi en fait, voilà, ce rôle-là dans le lore des Judicators. Et en fait, sur les champs de bataille, à proprement parler, qui accompagnent Liberator, donc de la chambre d'assaut, il y en avait, mais pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Pas tant que ce qu'on pourrait croire. Et sinon, effectivement, ce sont les soldats qui, par principe, sont des soldats qui sont davantage défensifs, qui en fait sont dans les places fortes, et ce sont en fait les soldats qu'on est supposé retrouver le plus fréquemment. En fait, il y en a beaucoup plus en fonction du leader qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, si, comme je vous le disais auparavant, nos lords de Célestan sont les généraux stratèges de la chambre d'assaut, eh bien, lorsque c'est un lord castellan qui dirige une attaque ou qui dirige la protection d'un fortin, d'un castel, eh bien, en fait, on va trouver proportionnellement beaucoup plus de Judicators dans les troupes commandées par un Lord Castellan que dans les troupes commandées par un Lord Célestan. Alors, normalement, dans le lore, et puis également dans le lore, comme ils expliquent, ça dépend aussi beaucoup de la sous-faction, de la... merde, j'ai oublié le nom, comment ils appellent ça, les Astral Templars, les Hammer of Sigmar, ce sont des... Enfin, les grands trucs, et ben, en fonction de la manière de la stratégie du grand commandeur de telle sous-faction, eh bien, on peut trouver plus de Judicators que dans une autre, forcément. Donc nos Judicators sont nos premiers archers de l'armée. Ça reste des archers extrêmement jouables, particulièrement les Judicators avec arc, surtout que entre la V1, la V2 et la V3, ils ont gagné plus un tir. Je veux dire, on revient un petit peu sur ce que je vous disais au début, et puis dans la vidéo précédente, Games, ils veulent limiter la quantité de dés jetés, parce que les gens trouvent qu'on jette beaucoup trop de dés dans AOS, donc ils retirent les relances lorsqu'on fait un pour toucher, etc. Mais en contrepartie, comme il y a beaucoup plus d'armure, et qu'il y a beaucoup d'armure, et ben c'est la saturation d'attaque qui permet de compenser le fait qu'il y ait trop d'armure.
en fait, il y a plein d'unités qui ont gagné plus une attaque là où ils n'en avaient pas avant. Donc effectivement, le Liberator aujourd'hui est passé de une attaque, enfin de un tir à 2 tirs. C'est bien aussi parce que je trouve que c'était un peu bizarre d'avoir... bon, c'était un peu bizarre. Bon, aujourd'hui, ils sont à 200 points depuis un an. Avant, ils n'étaient pas aussi chers. Je ne sais plus à combien ils ont... Ils ont commencé leur histoire à 160 points. En V1, ils étaient à 160 points. Bon, c'était 5 bonhommes, 5 tirs. Bon, bah aujourd'hui, c'est 10 tirs, ça fait un peu plus... On se dit qu'ils ont un peu plus d'impact. Et ils ont effectivement de l'impact parce qu'ils ont gagné autre chose, c'est que les 6 pour toucher font des blessures mortelles. Ça, c'est un truc nouveau de la V3. Tout d'un coup, boum, on a une nouvelle unité qui a gagné de la blessure mortelle. Le résultat, c'est qu'en fait, du coup, vous jouez plus le Shock Bolt Bow, parce qu'en fait, vous allez préférer faire... plutôt que d'avoir quelque chose de très très variable, donc de 1 des 6 tirs, qui vont faire une pénétration d'armure et un dégât, vous allez préférer vos deux tirs assurés qui vont éventuellement pouvoir vous faire 1 ou 2 blessures mortelles. Donc aujourd'hui, vous ne jouez plus le grand arc, et vous jouez... sachant que le champion il a plus un tir, donc vous faites vos 11 tirs en essayant de faire 11 blessures mortelles. Voilà. Et eux, ils sont aussi à 55 €. Et voilà. Et puis, ils sont bien parce qu'ils sont aussi en 3+, pour tout. Donc, c'est assez stable pour toucher et blesser. Ensuite, on a l'option avec arbalète lourde. Où est-ce qu'il est? Voilà. Qui, eux, sont plus jouables qu'avant. Parce que. Notamment parce qu'ils ont la Thunderbolt Crossbow, la grosse, en fait, la grosse arbalète, l'arbalète lourde, qui peut être utilisée par votre champion, donc ça va vous faire 3 tirs en moins de 2. Ils sont plus jouables parce qu'ils ont un équilibrage, ils tirent mieux et ils touchent mieux qu'avant. Ils ont ce petit côté un peu correct que j'ai inscrit ici. C'est en fait, à partir du moment où vous touchez avec vos tirs de base, vous allez en fait scorer une attaque supplémentaire immédiatement. Donc, ils ont une certaine explosivité au tir qui fait que, en tant qu'unité de tir pour faire de l'anti-masse, là spécifiquement de l'anti-masse, ils sont viables. Uniquement pour ça. Mais, comme aujourd'hui, comme je vous ai dit plus tôt, vous avez rarement, à part les crevards qui vont jouer full zombie, et même s'ils n'ont pas été un peu nerfs les zombies, là, je sais plus. Eh bien, bon, c'est pas cette unité-là que vous allez jouer pour ça, parce que c'est pas non plus les plus efficaces des anti-masses. Mais parce qu'ils ont cette petite pénétration d'armure de 2 sur 3 attaques et potentiellement 6 dégâts. Pourquoi pas? Bon, après, ils sont quand même à 90 points. Est-ce qu'on joue pour ça, un truc? Donc, voilà. Donc, ils sont jouables, ils sont pas forcément très intéressants, surtout comparé à l'option d'armement avec arc. Mais je vais vous dire, en fait, ça n'a pas changé depuis la V1. Entre la V1, la V2, la V3, ça a toujours été l'option avec arc, qui a toujours été nettement la plus intéressante. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont à 18 pouces, mais quand ils ont commencé leur histoire, ils étaient à 12 pouces pour toucher. En V1. Donc là, c'était vraiment pas bien. Donc voilà. Ensuite viennent les Castigators, qui, alors là, on arrive sur notre première unité qui n'est pas des lignes. Et bien nos Castigators, c'est cette fameuse unité qui, comme je vous parlais précédemment, qui, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils ont créé cette unité-là. On ne sait pas à quoi elle sert, on s'en fout. Ils l'ont faite. Bon voilà. En plus, c'est trop chelou parce que... c'est une unité avec 2-3 bonhommes. Là, ils nous mettent une photo, mais bon... oui, l'application, c'est une application complètement chapeautée par Game Workshop. Donc là, ils nous les montent par 5. On les joue jamais par 5, parce que sinon, on les jouerait par 6. Pardon, on va aller voir. Alors, l'intérêt, c'est qu'ils sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers, eux. S'il te plaît. Me fais pas perdre de temps, s'il te plaît. Order... Stormcast, Software, hop là. Donc, eux, ils sont conditionnés en easy to build. Il n'existe que cette option d'achat là possible pour eux.
vous les achetez par 3, avec en cadeau un Gryph-hound, donc un clébard. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Temporairement en rupture de stock. Alors, je pense que, en fait, le temporairement en rupture de stock, c'est qu'ils sont en train de... Disponible à la commande. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont en train de reconfigurer le packaging. Et je trouve ça presque dommage qu'ils fassent ça. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, quand on va dans les règles, il a toujours été affiché, enfin, le Gryph-hound n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, on achète une boîte de jeu avec 3 mecs avec des arcs spéciaux et un clébard, et en fait, le clébard n'existe pas dans les règles. Et en fait, je pense qu'il aurait été intéressant, au contraire, pour cette unité-là spécifiquement, de... alors, je ne vous parle pas de leur lore, parce que leur lore est pas très intéressant, il raconte rien de spécial de fifou. On est vraiment sur une unité qui n'avait pas de sens en termes de création en V2, et qui est aujourd'hui en V3 aussi. Donc c'est un peu dommage. En fait, leur lore, c'est uniquement d'être des chasseurs de fantômes, donc d'être des chasseurs de malignantes, là, d'être des chasseurs de Nighthaunt, voilà, c'est ça. C'est leur seul lore, c'est leur seul truc. Et d'ailleurs, ils l'ont toujours dans les règles, je crois, voilà, Celestial Energy. Quand vous tirez sur du malignant ou du démon, et que vous faites un 6, vous faites 2 touches au lieu de 1. Mais clairement, les règles qui disent faire le plus de dégâts sur un type très très spécifique d'unité ou d'armée, bon, c'est pas intéressant. Ils l'ont retiré chez les Sekitors, ils l'ont laissé chez eux. C'est vraiment pour dire qu'ils s'en sont pas du tout occupés, hein, de cette unité. Alors que je pense que ça aurait été très intéressant s'ils avaient ajouté... Alors déjà, ils les laissent à 90 points. Ils les laissent avec ce score-là, ces caractéristiques-là. Et en fait, ils mettent effectivement... Ils ajoutent une nouvelle... en fait, aussi, ils remplacent le Burst of Celestial Energy, parce qu'on s'en fout, et ils mettent en fait la règle de base des Gryph-hound, en disant, s'ils ont un Gryph-hound, et ben en fait, du coup, cette unité peut faire du tir d'alerte gratos, grâce au Gryph-hound, si votre adversaire s'amuse à faire des téléportations à moins de 9 pouces ou moins de 12 pouces, je ne sais plus la portée du Gryph-hound, de l'aptitude du Gryph-hound, s'il y a une téléportation dans ce rayon-là de cette unité-là, ils peuvent faire un tir d'alerte gratuit. Et là, ça pourrait leur donner un petit côté un peu intéressant d'avoir pour 90 points, et ben je mets mes trois soldats avec leur clébard, enfin leur toutou, qui vont pouvoir me faire une petite intervention gratos si jamais mon adversaire s'amuse à me faire une téléportation sur un objectif un peu excentré ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ont le chien qui est fourni dans la boîte n'est pas exploité, et cette unité n'est pas exploitée, donc elle a une portée de 18, elle fait des 3 tirs, et qu'est-ce qu'elle a pour elle? En fait, elle a la possibilité de vous laisser le choix, ça c'est un truc qu'il avait déjà en V2, de améliorer ses chances de toucher de 2+, ou d'améliorer sa pénétration d'armure de 1+. Vous allez systématiquement sélectionner la pénétration d'armure de 1 et la mettre en 2, donc faire du 3+, pénétration d'armure de 2, si vous souhaitez vraiment les jouer. Le truc, c'est que à 90 points, eh bien, en fait, ils sont un peu chers. Ils sont un peu chers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le Gryph-hound et la règle de tir d'alerte, je pense qu'en fait, ils valent plutôt 70 points. Je pense qu'ils valent plutôt 70 points, mais le truc c'est que lorsqu'on voit les autres unités qu'on verra plus tard, les Aetherwing qui sont à 70 points, on se dit ouais mais c'est quand même plus fort que les Aetherwing, parce qu'eux ils peuvent tirer et faire un peu de dégâts, les Aetherwing c'est juste une espèce de rôle tactique sans rien. Alors c'est un rôle tactique intéressant, mais bon, pas intéressant, correct, parce qu'ils ont quand même perdu vachement en intérêt par rapport à la V2. Mais donc aujourd'hui, les Castigators, vous ne les jouez pas, et personne ne les joue, et c'est une tristesse. Ils étaient joués un petit peu en V2, un tout petit peu, mais aujourd'hui, il y a tellement d'options autour que, en fait, vous les jouerez pas. Voilà. Mais effectivement, si jamais vous en avez, parce que moi j'en ai combien? J'en ai 9, je crois. J'en ai 9 ou 12, des Castigators. Eh bien, vous les jouerez avec la pénétration d'armure de 2. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on vient de voir les Stormcast. On va faire une petite pause là,
Et puis je vous reviens dans une prochaine vidéo. Je suis désolé, ça coupe un peu abrupt, mais sinon là l'enregistrement il fait 3h30 au total, donc c'est un peu long. Donc là je vais couper en 3 fois, en 3 fois 1 heure, et puis 30 minutes à la fin. Et je vais vous diffuser ça comme ça. Donc là on s'arrête là, et puis prochainement vous avez la suite de mon analyse sur les troupes de Stormcast. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.